Je suis John Lawford, je suis directeur exécutif au Public Advocacy Center. J'ai le grand plaisir de présenter ce panel sur la vie privée post-mortem. Je ne vais pas vous expliquer longuement la biographie de chacun des conférenciers qui est dans votre trousse. Je veux simplement vous parler un peu de chacun. Mistral Goudreau, comme vous le savez, elle est professeure à l'Université d'Ottawa. Elle est experte en matière de droit de propriété intellectuelle. C'est quelque chose d'un peu nouveau pour elle que de parler de la protection de la vie privée après la mort, mais c'est un défi. À sa gauche, Margaret Ann Wilkinson, elle est professeure à l'Université Western Ontario, faculté de droit. Elle a rédigé un livre sur la généalogie et le droit au Canada. À côté d'elle, Julie Craig, qui est professeure adjoint à l'Université York. Et elle est cinéaste. Elle va aussi vous parler un peu de son travail documentaire. Alors, je vais prendre un peu de leur temps pour vous donner quelques faits qui vont vous aider à réfléchir à cette question. Je suis avocat en droit commun et avocat des défenseurs des consommateurs. Alors, je vais parler de quelques petits points sur la loi ou le droit qui m'ont toujours intéressé dans ce domaine. D'abord, dans le common law, quand on meurt, toutes les actions personnelles meurent avec vous. Il y avait un navire en 1917. La Chambre des Lords avait rendu cette décision décidant en fait qu'on ne pouvait pas poursuivre quelqu'un qui est décédé pour des torts personnels. Et après ça, on avait donc la loi sur les accidents mortels pour que les gens ne soient pas complètement pris au dépourvu s'il y avait une mort accidentelle. Autre chose, dans PAPEDA, dans la section, l'article 7, alinéa 3H, il y a une continuation de la protection de la vie privée sous cette loi assurée pendant 100 ans après la création d'un dossier ou 20 ans après la personne qui fait l'objet de ce dossier décède, selon la première de ces échéances. En d'autres termes, on a établi des lois pour assurer une espèce de protection temporaire de l'information après la mort. Et le panel va vous en parler. Alors d'abord, je demande à M. Aldecott de prendre la parole. Madame Aldecott de prendre la parole un instant. Voilà. Alors bonjour, je vais vous présenter donc mon exposé sur la vie privée après la mort et la présentation que je vais vous faire commence par ce paradoxe que le premier droit de la personnalité qui a été reconnu, le premier droit à la vie privée qui a été reconnu, était en 1858 pour la publication du portrait d'Élisabeth Rachel Félix, qui était une tragédienne décédée dont la famille avait pris la photo. Cette photo va être mise en portrait par un peintre qui va vouloir la diffuser dans les journaux. La famille va prendre action et va arrêter la diffusion des épreuves dans les journaux. Et donc, c'est un paradoxe parce que c'est la première décision où on reconnaît le droit à la vie privée. Or, de nos jours, le droit à la vie privée, il est, dans la majorité des systèmes, intransmissible aux héritiers, incessible, extra-patrimonial. Et c'est une chose qui est consacrée certainement en common law, comme l'expliquait mon collègue John, mais aussi en droit civil dans la jurisprudence et parfois même par le législateur au Québec à l'article 35. Alors, une des particularités en droit civil pour ce concept de la vie privée, c'est qu'il n'est pas divisé en différents torts. On n'a pas une notion de diffamation, une notion de publicity right ou intrusion non-seclusion. C'est un ensemble qui est, et vous le voyez aux articles 35 et 36, compris dans un tout et qui comporte une limite qui est que l'information légitime du public doit être fournie. Et donc, il y a toujours une exception à ces droits à la vie privée, exception qu'il faut déterminer dans chacun des cas. Le paradoxe aussi, c'est que le législateur, en 1994, au Québec, avait prévu que le droit à la vie privée était transmissible
puisqu'il précisait à l'article 35 que nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans qu'elle consente ou que ses héritiers consentent. Or, en 2002, à la suite de la pression, je pense, des journalistes, les mots « ou ses héritiers » ont été biffés. Le législateur revient sur sa décision et les auteurs vont conclure que tous les droits de la personnalité sont désormais intransmissibles. C'est aussi un paradoxe parce que de nos jours, en fait, les morts survivent de plus en plus dans notre mémoire. On a la technologie maintenant de mimer des interactions entre des morts et des vivants. Et vous vous rappelez peut-être là, les épisodes des duos entre Elvis Presley et différents artistes comme Céline Dion ou même des membres des publics où on enregistre des chansons chantées par la voix d'Elvis Presley et par la voix d'une personne vivante. Alors, c'est un paradoxe puisque, en fait, de plus en plus, il y a cette survivance du défunt dans nos mémoires et même on nous ravive la mémoire à l'égard de leur existence passée. L'autre paradoxe, c'est qu'en fait, il y a de multiples exceptions à cette règle de caractère intransmissible des droits de la personnalité, le droit d'auteur et le droit moral. En France, qui serait perpétuel, donc sans aucune fin, au Canada, qui durerait 50 ans après la mort de l'auteur. Et c'est un droit souvent qui est invoqué pour protéger la vie privée des gens. Des exemples ici où on l'a utilisé pour empêcher la diffusion d'entrevues qui avaient été données par la personne décédée, donc qui vont servir à protéger la vie privée, alors qu'au Canada, ça a été refusé, vous vous rappellerez, dans l'affaire Gould Estate contre Stoddard. Évidemment, cette protection par le droit d'auteur peut avoir un effet sur notre reconstitution de l'histoire. Ça peut avoir un impact sur la façon dont la collectivité reconstruit des moments historiques. Et vous avez un exemple récent, en 2005, un film qui va paraître où on a dû réécrire tous les discours de Martin Luther King parce que les héritiers, ayant cédé déjà les droits sur les discours, ne voulaient plus autoriser la reprise des discours dans un film sur Martin Luther King. Deuxième exception, la loi sur les marques de commerce, où là encore, on a une protection. On ne peut pas prendre le portrait ou la signature d'une personne dans les 30 ans qui ont suivi son décès. Et là, c'est un droit un peu différent puisque ce droit, il peut migrer. Il peut migrer de cette personne à la compagnie qui, une fois le consentement obtenu, peut être celle qui se fabrique la réputation à même le signe. Et donc, dans certaines affaires, on a jugé donc, que ce transfert, cette renonciation à l'incorporation de son nom dans une marque de commerce était une renonciation irrévocable. Au Québec, par contre, on a jugé au contraire qu'après la mort, un chanteur pouvait, les héritiers en fait d'un chanteur décédé, pouvaient s'opposer à ce qu'un club de jazz utilise son nom après sa mort. Et donc, on voit que les protections ne sont pas toujours des protections en vertu des droits de la personnalité. C'est parfois des protections en vertu du droit commercial, des règles du passing off ou des règles de la concurrence déloyale, auquel cas la protection deviendrait indéfinie, peut-être pour toujours. Le problème, c'est que, évidemment, en passing off, on doit prouver cet achalandage et une tromperie. Tromperie qui est difficile à faire. Et donc, dans cet exemple de Rihanna, si on a mis mon image sur un chandail, est-ce qu'il y a tromperie du public? Est-ce que le public croit, juste à la vue de l'image, que l'artiste ou la personne, les héritiers de la personne décédée ont consenti, ont parrainé? Alors, c'est une protection à la fois plus grande et moindre parce qu'elles ne répondront pas aux mêmes conditions qu'un droit à l'image ou à la vie privée, comme on connaît au Québec. Au Québec, en fait, on a fait un amalgame de tout ça. Vous avez ici 2 décisions où on a reconnu des droits après la mort, droit de contrôler l'usage de mon nom dans 2 circonstances, ou un droit de l'entertainment sur sa caractéristique en tant que comédien.
C'est donc le droit québécois, un droit qui est assez proche du droit américain, du publicity right. Et publicity right qui, en droit américain, en fait, est reconnu presque comme un droit de propriété. Certains États l'ont rendu intransmissible aux héritiers, d'autres États l'ont rendu transmissible, surtout depuis que le restatement américain dit que le publicity right échapperait à la règle de l'intransmissibilité. C'est un droit qui est incertain lui aussi. Est-ce qu'il faut, pour avoir un publicity right, avoir exploité sa personnalité du vivant? Et est-ce que la protection est indéfinie? Alors, dans cet arrêt récent de 2012, un tribunal américain a dit, vous savez, le publicity right, ça devrait arrêter 50 ans après la mort de la personne, sans qu'il y ait eu vraiment un support législatif pour décider de cette durée. En France, on a aussi des problématiques. Donc, est-ce qu'on doit reconnaître la survie d'un droit pour les aspects patrimoniaux de la vie privée? Donc, si j'ai exploité ma personnalité comme objet de commerce, est-ce que ce droit patrimonial va continuer après la mort? Alors, certaines décisions au Québec semblent dire oui. Si vous avez un intérêt économique, ça survit à la mort et les héritiers peuvent contrôler ce droit, donc l'affaire Beadle et l'affaire Le Corbusier. Et même en droit québécois, on a reconnu que le droit d'avoir une compensation en dommages punitifs pour une atteinte à un droit fondamental était transmissible. Eh bien, le droit à la vie privée il est reconnu à l'article 5 de la Charte québécoise. Si la violation d'un droit fondamental qui donne des dommages et intérêts punitifs est transmissible, bien peut-être que le droit à la vie privée aussi. Et donc, on voit, la majorité des auteurs, toutefois, ne soutiennent pas cette position. On voit donc des possibilités d'établir la survie d'éléments de la vie privée après la mort et la distinction entre ces éléments de nature patrimoniale ou extra-patrimoniale va être très difficile à faire. Un compte Twitter, est-ce que c'est partie de ma vie personnelle extra-patrimoniale ou si je mêle parmi mes amis des clients de la compagnie, est-ce que ça peut être est-ce que ça peut avoir une valeur patrimoniale qui serait transmissible? Au Québec, donc, on a un caractère intransmissible des droits de la personnalité, y compris de la vie privée, sauf pour le droit moral, sauf pour la marque de commerce, sauf en cas de confusion et sauf peut-être pour des aspects patrimoniaux d'exploitation de la vie privée. Et ça m'amène peut-être au dernier point. Qu'en est-il des proches? Alors, le droit à la vie privée, on a enseigné en droit civil et en common law qu'il s'éteignait au décès de la personne, mais les héritiers sont souvent les proches de la famille qui vont subir un préjudice personnel si on divulgue des informations concernant leurs proches. Et dans l'affaire Rachel, c'est ce qui s'était produit. L'image d'une personne sur son lit de mort, si les proches voient cette image, ils sont affectés personnellement, survie de ce droit. Survie de ce droit à certaines conditions. Ça prend une atteinte à la dignité du mort, au respect qu'on doit au mort et un préjudice personnel. On en trouve des exemples. La photo du défunt qui avait été torturé, à qui on a envoyé cette photo pour obtenir une rançon de la famille. Si on diffuse la photo, c'est un préjudice personnel pour la famille. Ils ont droit d'arrêter la diffusion. Par contre, les renseignements personnels sur l'état de santé d'un président de la République, François Mitterrand, si on divulgue ces renseignements-là, la Cour a dit, oui, on peut arrêter la divulgation dans les jours suivant le décès du président, mais pas un an après. En disant, et c'est la dernière décision de la Cour européenne des droits de l'homme, au bout de 10 mois, c'est la liberté d'expression qui l'emporte. Désormais, les détails de l'état de santé du président de la République peuvent être communiqués dans la presse. Et ça m'amène à cette problématique particulière parce que ces droits des proches, que l'on reconnaît donc en droit civil, il est un droit purement négatif, c'est-à-dire un droit d'empêcher la diffusion d'informations, mais presque aucun droit
d'accéder à des informations. Accéder à des informations, je peux si je veux exécuter une succession, des aspects patrimoniaux. Si je veux réclamer une assurance vie, le décès, les détails du décès. Si je veux régler des disputes juridiques. Mais je n'ai pas le droit d'avoir d'autres renseignements. Et dans la jurisprudence du Québec, du tribunal de la Commission à la vie privée, on a refusé, par exemple, à des familles d'accéder à des informations dans les circonstances du suicide du défunt. On a refusé des informations au sujet de la naissance possible de demi-frères ou demi-sœurs. Et donc, on demandait l'accès au dossier médical de la mère parce qu'on s'était fait dire qu'on avait peut-être un demi-frère ou une demi-sœur. L'information sera rejetée, refusée, parce que ce n'est pas écrit dans la loi que les proches de la famille ont un accès à ces renseignements-là. Donc, un droit purement négatif, empêcher la diffusion d'informations, jamais accéder à l'information, sauf des cas limités. Et c'est un droit qui commence à être questionné. Ce volet de droit qui serait refusé aux proches de la famille commence à être questionné. En Europe, dans les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, on a reconnu qu'un descendant avait un intérêt pour protéger la mémoire de ses ascendants, mais que cet intérêt, évidemment, est limité par la liberté de la presse, est limité par l'information légitime du public. Mais dans les deux affaires que je cite, la Cour dit bien les descendants de personnes ont le droit de se porter en diffamation pour protéger la réputation de leurs ascendants. Et ça implique aussi, dans certains textes internationaux, que les personnes ont un droit à leurs origines. Eh bien, ce droit aux origines qui commence à être reconnu, et là, j'ai cité des articles d'une de mes collègues de la section de droit civil avec d'autres collègues sur le droit de connaître ses origines, bien, il serait curieux que ce droit de connaître ses origines s'arrête à connaître le nom de la personne dont on est issu et vraisemblablement amènera peut-être à reconnaître un droit d'avoir accès à certaines informations plus générales sur cette personne qui est maintenant décédée. Et donc, c'est que ce droit à la vie privée qu'on a conçu, il faut peut-être le re-questionner, parce que le droit à la vie privée, ce n'est pas seulement bâtir son autonomie personnelle en vacuum, c'est le bâtir à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'une collectivité, ce qui suppose une définition différente du droit à la vie privée que celle qu'on connaît présentement. Alors, je vous remercie infiniment de la commissariat de m'avoir invité et je vous laisse sur ces propos. Merci. Alors, pour changer le rythme un peu maintenant, je voudrais passer à quelque chose qui cadre avec certains des thèmes dont on a parlé tout à l'heure au sujet des normes sociales et l'examen des principes de base et comment on les applique. Je voudrais porter votre attention à cette poursuite croissante dans la poursuite de la généalogie dans un contexte commercial. Je ne sais pas combien d'entre vous ici avaient déjà commencé votre carrière, entre guillemets, de généalogiste, mais je pourrais sans doute dire d'avance qu'un grand nombre d'entre vous allaient le faire. C'est un domaine fascinant, c'est une activité qui croît à grands pas et c'est basé sur les preuves, qui suit une certaine logique et qui a tous les éléments de l'histoire et qui, évidemment, est une activité très, très personnelle. C'est pour ça que je me suis intéressée à la question il y a quelques années, parce qu'il s'agit d'attentes et de normes qui vont à l'encontre de l'augmentation de la protection des renseignements personnels dans différents domaines. Alors, je voulais profiter de cette occasion pour vous parler de trois questions, quelques petits commentaires sur les recoupements avec différents éléments de la loi
Et ensuite, je voudrais examiner la protection des renseignements au niveau de l'accès à l'information par les généalogistes. Et ensuite, je voudrais terminer par quelques commentaires sur ou quelques idées sur la croissance de la généalogie comme activité d'ampleur. Pas seulement une activité pour se divertir, mais les gens s'intéressent beaucoup à ça sur la scène internationale. Il s'agit d'un des passe-temps les plus importants au Canada. J'ai passé beaucoup de temps avec mes collègues de la technologie de l'information et je sais qu'on se sert de ces ressources à travers le Canada et dans toutes les bibliothèques canadiennes. Je vous parlerai dans un instant de la demande croissante des exigences plutôt des généalogistes en matière de protection de la vie privée, mais il y a un autre facteur qui est intéressant, c'est que les généalogistes ont une opinion inverse de la protection de la vie privée. Pour les généalogistes, la notion selon laquelle la vie privée, c'est uniquement votre vie à vous, ce que les généalogistes cherchent, c'est la place de l'individu dans une famille. Ils ont une perspective beaucoup plus vaste de l'identité personnelle. Cela va au-delà d'eux-mêmes et cela s'applique à toute la famille. Pour ce qui est des lois qui touchent les généalogistes, et c'est un secteur qui est en pleine croissance, il y a quelques années, la généalogie, c'était une activité secondaire qu'on pratiquait surtout après sa retraite. On avait des renseignements partagés, mais on va maintenant plus loin et c'est devenu une entreprise. On va faire des recherches pour d'autres personnes, on partage les résultats obtenus. Ce n'est plus un passe-temps, c'est maintenant une question de recherche personnelle. Vous-même pouvez faire des recherches, mais vous aurez besoin d'avoir un peu plus d'aide. Et maintenant, vous pouvez vous adresser à une entreprise et ceci peut avoir un impact sur le travail que vous faites. Les généalogistes, typiquement, ont deux contacts avec la loi. D'abord, qui contrôle l'accès à l'information que recherchent les généalogistes au sujet des familles et des individus? Ils pensent toujours à l'individu dans le contexte d'une famille. En tant que professeur de droit, je parlerai d'une famille ou d'un individu, mais un généalogiste dira toujours un individu à l'intérieur d'une famille. Il ne fait pas toujours la distinction entre l'individu et sa famille. Il y a un autre secteur qui intéresse les généalogistes qui possède les renseignements au sujet d'un arbre généalogique. Et c'est quelque chose qui préoccupe les généalogistes, pas tellement au niveau de la protection des données personnelles, mais au niveau international, on essaie d'empêcher que des faux renseignements se répandent. Le danger, donc, ce sont des renseignements erronés. Il devrait y avoir une façon de lutter contre cela. Je vais passer aux différents aspects de la loi qui intéressent les généalogistes. Dans ce contexte, la protection des données personnelles couvre les activités du généalogiste professionnel. Le généalogiste qui est passé de la généalogie comme simple passe-temps à généalogie à des fins professionnelles. On s'est servi d'exceptions pour régler le cas des droits des utilisateurs, mais lorsqu'on arrive à la possibilité de disséminer des produits qui deviennent des publications de plus en plus importantes avec des photos, des tableaux et le reste, à ce moment-là, vous risquez d'avoir des problèmes de droits d'auteur. Il y a un problème au niveau des renseignements erronés et
Les lois actuelles ne leur donnent pas les outils dont ils auraient besoin pour que les dossiers généalogiques restent clairs et précis. J'en viendrai à la question des généalogiques qui doivent s'occuper de la loi sur la protection des données personnelles. Sous leur angle, les lois créent des obstacles à leur mission qui consiste à découvrir leur patrimoine familial. Si on se souvient que pour le généalogique, l'individu n'est pas seulement un individu, c'est plutôt l'identité de la famille qui est importante. D'autre part, la possibilité de l'accès à travers le pays, c'est assez important. Au sujet d'eux-mêmes, ils peuvent avoir accès à des renseignements plus fiables qu'auparavant. Mais les généalogistes ont été très déçus depuis un quart de siècle de voir que la protection des données personnelles ne tient pas compte du droit des généalogistes à accéder à des renseignements au sujet de leur famille. Ils sont surpris lorsqu'ils lorsqu'ils posent des questions à leur famille, de noter que leur famille ne leur permet pas d'accéder à leur arbre généalogique. D'autre part, ceci s'applique à la vie de l'individu plus un certain nombre d'années. En Ontario, il s'agit de 30 ans après la mort. Mais derrière tout cela, après cette date, vous avez plein accès aux dossiers historiques, même si certains détails sont couverts par la protection de la vie privée. Comme je l'ai dit au début, la généalogie est fondée sur des preuves ou sur des documents. Les seuls renseignements qui sont mis à votre disposition pendant la vie des membres de votre famille et cette période de 30 ans qui suit le décès d'un membre de la famille, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. Et vous pouvez trouver cela très frustrant. L'autre problème pratique qui se pose dans le cas des généalogistes, surtout depuis l'arrivée de la loi dans le secteur privé, les généalogistes sont maintenant très conscients des valeurs des données personnelles. Alors, dans le secteur privé, il n'est pas nécessaire de prévoir des protections spéciales lorsque la protection de la loi est éteinte. Les gens qui mettaient à la disposition des individus des rapports d'archives sont maintenant sensibilisés à la protection des données et ne vont pas déclarer que tel renseignement est disponible maintenant que la protection est expirée. Et ça peut être très frustrant pour les généalogistes. Alors, je passerai ensuite au troisième point que je désire souligner. J'ai parlé de deux secteurs où les généalogistes sont frustrés. La loi actuelle les frustre. Je veux parler maintenant de l'impact que peut avoir l'augmentation de la popularité de ce passe-temps. C'est quelque chose qui dépasse les limites de notre zone de compétence. Mais à l'intérieur de notre zone de compétence en Ontario, un des sujets qui peut faire l'objet de législation, ce sont les données. Je vous parlerai d'une ordonnance du bureau du commissaire préposé à la protection de la vie privée. Il s'agit d'aller au-delà des déclarations de mariage ou des contrats de mariage
on a décidé que tous les dossiers devaient être examinés afin de déterminer exactement quels éléments de données existaient sur les certificats de mariage ou les certificats de décès. On ne peut pas les traiter comme des classes de documents. Vous voyez, d'une part, les documents qui peuvent être dévoilés, mais à droite, d'autres données devraient être censurées avant que les renseignements soient divulgués. Ça peut prendre beaucoup de travail et à un certain point, même si la généalogie peut devenir une passion pour certaines personnes, cela reste quand même une activité secondaire ou un passe-temps. Il y a des gens qui vont faire beaucoup de travail au niveau individuel, mais ce travail n'est pas tellement important dans un autre contexte. D'autre part, vous avez un autre exemple d'Ontario et ceci a pris une forme différente. Cette ordonnance a un aspect d'archive. On examine le document comme une catégorie et la demande était en vue d'obtenir des détails sur toutes les classes à l'école publique de Port Stanley. On voulait des renseignements sur tous les élèves de 1899 à 1964. On ne voulait pas avoir des détails sur tous les élèves, mais on voulait le nom des enseignants et des membres des gens qui appartenaient ou qui avaient suivi des cours. Et certaines personnes n'étaient pas décédées. Et dans le cas d'autres ordonnances de ce genre, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour que le nom des membres d'une classe soit divulgué, plutôt que de demander le nom des individus qui figuraient à ces listes et de déterminer s'ils étaient vivants ou morts, il fallait regarder les données de Statistique Canada au sujet de la durée de vie de ces personnes. Ils ont examiné de 1999 à 1922. On a examiné une moyenne de 60 ans. Ceci est extrapolé à partir de la base de données de Statistique Canada. On a dit, supposons que tout élève qui a suivi des cours à Port Stanley Public School et qui a commencé, par exemple, en première année, partons du principe que tout le monde a 6 ans. Tous les enfants ont 6 ans lorsqu'ils arrivent à l'école. On a tracé une carte et on s'est dit 60 ans de plus, on ajoute 30 ans supplémentaires et 6 ans pour tous les élèves qui étaient en première année. Et entre la première et la 8e année, divers dossiers sont disponibles jusqu'à ce que tous les gens qui sont décédés et qui étaient nés en 1925 aient terminé leur vie. On a donc publié tous les renseignements qui s'appliquaient à la période de 1899 et de 1925. Il y a lieu de noter que la seule province qui reconnaît la généalogie, que ce soit comme une vocation ou passe-temps, c'est la province de Québec. Il y a des règlements qui s'appliquent à la généalogie au Québec d'une certaine façon. Autrement, ce n'est pas une exception reconnue, cela ne se trouve pas dans une catégorie particulière. Le Canada se trouve donc à un autre niveau, n'est pas au diapason d'autres gouvernements qui ont des mesures plus sévères, comme l'Ontario, par exemple. Alors, lorsqu'on publie les données,
le généalogiste amateur n'a pas la responsabilité de protéger les renseignements qu'il obtient, mais un généalogiste professionnel a cette responsabilité. Compte tenu de la popularité croissante plutôt de ce passe-temps, selon l'endroit d'où viennent les demandes, il y a de plus en plus de pression pour utiliser ces ressources. On utilise de plus en plus de ressources pour poursuivre ce passe-temps. Et nous verrons cela augmenter davantage alors que les gens nés au cours des années 40 arriveront à l'âge de la retraite. Yeah, let's go. Well, I'll need it until, actually not, because I'll need, I guess I can still get, yeah, okay, that's great. This one was first, right? Okay, yeah. Okay. Right. Don't worry, that'll be clearer once it actually starts. So I want to talk about, well, Je voudrais vous parler de ce qui a été abordé plus tôt, à savoir un documentaire, la nécessité ou le besoin de savoir le patrimoine et la famille. Il s'agit de quelque chose qui intéresse les experts et les amateurs, qui intéresse également les représentants de l'industrie et les chercheurs. La raison pour laquelle j'ai entamé ce parcours, c'est que j'ai examiné ma propre généalogie et ceci a mis en cause des problèmes au sein de ma famille. On n'était pas d'accord au sein de ma famille au sujet des renseignements que j'avais découverts. Après un certain temps, et ceci a duré une décennie, je me suis rendu compte que je faisais partie d'un monde beaucoup plus vaste et mes motifs et les problèmes que j'avais touchés ne s'appliquaient pas uniquement à moi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'examiner l'ensemble de l'industrie et ses motifs. Et la question de cette source du besoin d'avoir des connaissances sur la famille dans le contexte de la croissance rapide des technologies généalogiques était très important. Et il s'agissait d'un des secteurs les plus importants. Je pense aux tests d'ADN. On peut se demander qui accumule et qui calcule les données généalogiques et les biodonnées, pourquoi cela se fait, qui possède l'information et que pourraient faire les propriétaires de la base de données de ces renseignements à l'avenir. Il y a bien entendu des problèmes de protection de la vie privée des gens ou des morts qui s'en suivent, qui en découlent. La recherche généalogique suppose des renseignements très délicats au sujet des vivants et des morts. Compte tenu de l'intérêt général que cela suscite, et Statistique Canada a suivi l'utilisation des ressources généalogiques aux Archives nationales. En l'an 2000, les choses ont augmenté très rapidement et il y a eu une croissance exponentielle de cette activité. Ceci a mené à la préparation d'un documentaire au sujet de la façon de disséminer les recherches.
Cette recherche a été fondée par le CHUC et le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Je veux vous en parler davantage avant de vous présenter ces images. La plus grande concentration de renseignements se trouve en Utah, à Salt Lake City et à Provo, à cause des croyances des Mormons. Je ne sais pas si vous en savez long au sujet des doctrines des Mormons. J'ai interviewé les dirigeants de Family Search, qui est la base de données généalogique la plus vaste au monde et qui appartient à l'Église de Jésus-Christ. Les fondateurs plutôt d'Ancestry.com, qui a été lancé par des entrepreneurs privés et qui appartient maintenant à une société privée. Le directeur de Sorensen Genetics, qui était une société généalogique à but non lucratif et qui a recueilli des renseignements d'un peu partout dans le monde. On a trouvé des renseignements généalogiques dans un contexte non lucratif et la question a été, ou plutôt le secteur a été vendu plus tard. Je leur ai posé des questions au sujet des droits de propriété et de la protection de la vie privée. En même temps, je me demandais ce que des utilisateurs privés connaîtraient au sujet de ces différentes questions. Je vais vous montrer des documents qui portent sur la propriété des données. Il s'agit d'une zone grise d'après les fondateurs d'Ancestry. Et la compilation et les liens établis entre différentes données généalogiques. Et ce qui est intéressant, c'est le cas de l'Islande. J'ai passé du temps en Islande. C'est en Islande qu'on trouve la base de données la plus complète sur les habitants du pays. Et c'est là qu'on trouve les bases de données les plus complexes qui regroupent les dossiers médicaux, les dossiers d'ADN et la généalogie. Ceci a été préparé par Decode Genetics, une société publique de recherche qui a reçu un permis de 12 ans et la permission d'utiliser les données médicales pour effectuer des recherches sur les maladies génétiques. Malheureusement, la société a fait faillite en 2008 et en 2012, tous les dossiers ont été vendus à une société américaine, une société pharmaceutique américaine. Ce sont des choses que nous ne voyons pas lorsque nous songeons à la généalogie et aux archives nationales. Au départ, je parlerai du minage des données. La première image que je vais vous présenter, c'est la photo de Frederick Skulason, le fondateur de Islendinga Book, qui vous parle du minage des dossiers généalogiques. Vous verrez Ron Raymer, un généalogiste passionné de Markham. Dan était un des fondateurs d'Ancestry.com. Ensuite, Paul Nauta, gestionnaire de la commercialisation de l'Église des Mormons. Et ensuite, Paul Allen, cofondateur d'Ancestry.com. Cela vous donnera une idée des gens qui sont les propriétaires des dossiers. Et ils ont tous des explications assez vagues à donner sur le sujet. Cela vous étonnera peut-être. Alors, pouvons-nous parler de technologie pendant quelques instants? La raison pour laquelle vous avez pu créer cette base de données très complète, c'est que vous aviez des droits. Nous avons abordé les choses d'une façon quelque peu différente.
L'interprète vous prie de l'excuser. L'interprète ne reçoit pas directement le son à la cabine. Not tracing the ancestry of individual people. That sort of appeared as a side effect of going through the entire. La qualité de son ne nous permet pas d'assurer l'interprétation simultanée. And for our purposes today, I thought this would be useful. Data mining of aggregated records opens up a number of Le minage de ces données nous amène à nous poser des questions au sujet de la protection de la vie privée, surtout dans le cas des personnes qui s'intéressent à des renseignements sur leur famille. records that they upload to various sites. I upload material to Ancestry, but I've got the setting that it's private, not seen by others. I'm hoping it's kept private. There's a file with all the pictures of the gravestones. I asked Ron if he's confident that files and images are deleted when requested. Obviously, if I don't have a subscription with them anymore, Are we losing signal? You think we just left it up too long? I don't think so either. Do you want to keep trying to hear the clip? Sorry? How much more did we need? It's about halfway through the clip. Shall we reload it? There we go. Okay. See if we can catch up to it. Yeah. My. Friedrich had personally entered 300,000 records in the Icelandica book database. 1,000 Icelanders. Files and images are Great. deleted when requested. obviously, if I don't have a subscription with them anymore and I've deleted my tree, I'm hoping that it's deleted. But the fine print on any genealogy or DNA site, which few people ever read, reveals a much more complex relationship between users and their donated information. Ownership of genealogy data is at best a gray area, and it depends really on what you're talking about. The data itself, we call the phone book for the dead, the birth dates and names and places, that's public information for the most part in the United States. But when a company goes in and adds value by aggregating a lot of data and then combining it with a retrieval system, that aggregated information, just like a phone book, becomes copyrightable. Who owns the information? Depends on the type. Alors, qui est propriétaire de l'information, ça dépend du type du dossier, mais les responsables des données une fois qu'on en fait don à une tribune publique, ça devient l'information publique. Mon père n'a jamais indiqué qu'il était juif. Si vous voulez que votre arbre généalogique ne soit pas communiqué à tout le monde, eh bien, il ne faudrait pas le communiquer avec n'importe qui sur l'Internet. Alors, pour ce qui est de mon arbre généalogique, eh bien, je pense qu'il y a un droit à la vie privée pour les gens qui vivent encore, surtout les proches qui sont vivants. Mais dès que quelqu'un meurt, eh bien, leur droit à la vie privée n'est plus un droit de la personne. Alors, je ne pense pas qu'on déploie des efforts pour protéger les dossiers portant sur les décédés. Il y a des compagnies multinationales qui vendent des informations sur les familles des gens. Les informations qui, il y a 100 ou 50 ans, étaient transmises d'une génération à l'autre. Il y a donc un ensemble de données, des ensembles de données nouvelles qui surgissent. Ils les vendent également. Ils les vendent aux consommateurs. Ils revendent donc les arbres généalogiques aux gens. L'histoire est commercialisée autour de nous, que ce soit les aliments qu'on consomme, que ce soit
le type de maison qu'on regarde, que ce soit donc les vêtements qu'on porte. L'histoire est vendue autour de nous, y compris la généalogie. C'est très rare, pour l'industrie de s'occuper de la question de la déontologie, la façon dont on devrait traiter de façon délicate l'historique des familles. Il y a plusieurs intervenants. Il n'y a pas seulement la personne qui effectue la recherche, mais il y a les proches, les gens qui étaient proches des gens sur lesquels on fait la recherche. Il y a toutes sortes d'aspects de déontologie qui rentrent en ligne de compte. Il y a plusieurs questions ici qui se posent. On fait la collecte de données de plusieurs façons. Les dossiers gouvernementaux peuvent être échangés et peuvent être numérisés et inclus dans un répertoire. On fait la collecte des dossiers historiques de plusieurs façons et les utilisateurs contribuent de l'information. C'est là où c'est un peu plus compliqué. Alors, on offre de l'information familiale, on vérifie donc les membres de la famille. C'est très important parce que c'est axé sur les preuves et les arbres qui sont téléchargés. Alors, il n'y a aucune garantie à ce que les informations soient exactes. Il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent également. Mais l'utilisateur et la contribution de l'utilisateur au projet est énorme. Il y a très peu d'utilisateurs et Ron a 37 membres et il frôle les 50 000. C'est un généalogiste très expérimenté. Il le fait depuis 40 ans. Il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée de ce qui arrive à ces dossiers une fois qu'il les télécharge. Et les outils pour protéger la vie privée, eh bien, on ne peut pas voir les dossiers des autres, mais une fois qu'on a téléchargé les dossiers, ça devient la propriété de Ancestry.com. Alors, même lui, il n'a aucune idée de ce qui arrive à ces dossiers. Même Paul Allen, qui est un des cofondateurs de Ancestry et qui devrait savoir, n'est-ce pas, n'est pas certain. Il ne sait même pas si son ancienne société qu'il a vendue pour $1 milliard a le droit de faire ce qu'elle veut avec son arbre. Il ne pense pas qu'il y a des efforts qui ont été déployés pour protéger les dossiers des défunts. Une fois qu'on acquiert les dossiers sur les défunts, il n'y a plus de droits. Il y a la règle donc de la période de 100 ans ou 50 ans après le décès, mais ça ne s'applique pas aux dossiers qui sont téléchargés par les personnes individuelles. C'est une petite partie, une partie infime de ce qui est disponible en ligne. Et ces informations sont mises à jour par les utilisateurs qui protège les informations. Je n'ai pas pu obtenir une réponse directe à cette question. Edwin Kramer m'a dit qu'il y a des problèmes déontologiques alors qu'ils s'appliquent à ce genre de questions. On ne peut pas vraiment contrôler les dossiers qui sont inscrits. Il y a la question de désidentification qui a été posée plus tôt aujourd'hui. Ça ne s'applique pas aux informations généalogiques parce que là, il s'agit de l'identification. Alors, mes propres efforts ont mené à des différends familiaux qui ont duré 10 ans. Il y a donc les informations généalogiques intégrées. Alors, on fait la collecte des données, sont collectées par les bases de données privées. Maintenant, je vais projeter le segment sur l'Islande. C'est vraiment la Canarie, si vous voulez. Ici, je parle à Fredrik Skulason qui a créé Icelandic Book. Il a dit que ça allait lui prendre 40 ans. Alors, Decode Genetics a exigé les informations. Tout de suite, lui ont affecté 20 personnes pour créer cette base de données en 3 ans.
On sait maintenant qu'une analyse de l'ADN peut vraiment détecter la probabilité de maladie. Et les Islandais étaient les premiers à s'en rendre compte. En 1996, Friedrich avait versé 300 000 dossiers dans Icelandic Book. Ah, je vous en prie. Beaucoup de gens savent maintenant qu'une analyse de l'ADN peut identifier les probabilités de maladie. Et les Islandais étaient les premiers à s'en rendre compte, mais d'une façon qui pourrait être une mise en garde pour d'autres. En 1996, Friedrich avait versé 300 000 dossiers à la base de données et il avait été beaucoup aidé par les dossiers des églises. Alors, cette année-là, une nouvelle société s'est adressée à lui, Decode Genetics. J'allais continuer à verser les données et pendant mon temps libre, je pensais que ça allait prendre 14 ans. Mais les gens de Decode m'ont dit, écoutez, on a besoin de cette base de données, on ne peut pas attendre 14 ans, on ne peut pas attendre plus de 3 ans. Alors, Decode s'intéresse à des maladies génétiques. On ne parle pas des maladies causées par les gènes récessifs, non. On parle de certains gènes ou d'une combinaison de plusieurs gènes qui augmentent la probabilité d'une maladie de 60 ou 100%. On voulait pouvoir effectuer cette recherche. Donc, pour ce faire, ils avaient besoin d'une base de données. Ils avaient besoin également des échantillons génétiques. Donc, il y avait beaucoup de volontaires qui ont donné leurs échantillons génétiques et la Commission de la protection de la vie privée a donné son consentement. On a donné donc accès à la compagnie aux dossiers médicaux du pays. Alors, une opposition au projet a surgi. Richie Blewington, dans le New York Times, a dit en fait que cette démarche avait transformé la population islandaise en collectivité biomédique captive. Plus de 20 000 Islandais ont décidé de ne pas inclure leur ADN. J'ai posé la question à Friedrich. Alors, les questions qui se posaient étaient reliées donc à certaines informations médicales et la société voulait inclure l'information sur les décédés qui n'avaient pas donné leur consentement éclairé. 64 donc. Et ça menait à une tollée de la part de la population. Il y a certains qui disent, écoutez, vous allez peut-être découvrir que mon grand-père avait un gène particulier et peut-être ça va me montrer que j'ai la probabilité d'avoir le même gène. Je ne veux pas que la compagnie d'assurance le sache. Voilà, donc non. En dernière analyse, la décision qui donnait un accès à Decode a été déclarée inconstitutionnelle parce que ça ne respectait pas la vie confidentielle, la vie privée. Mais en 2012, Decode et tous les dossiers islandais ont été achetés par une entreprise pharmaceutique américaine, Ann Block. Alors, le cas de l'Islande fait ressortir la tension entre le bien-être
c'est-à-dire que la recherche de D-code aurait pu permettre la production de médicaments propres pour traiter des maladies et la vie confidentielle des défunts, des décédés. Alors, le commissaire à la vie privée a déclaré que D-code ne pouvait pas extrapoler à base de ces informations. Et ça aurait permis à la société de remonter très loin dans le temps. Et voilà. Alors, les faits de ces informations intégrées a eu des implications inattendues pour les gens qui étaient à l'origine très enthousiastes. On a fait don de son ADN parce que beaucoup d'Islandais avaient investi dans D-code parce qu'ils le voyaient comme une entreprise à la fine pointe de la technologie islandaise et qui pourrait faire beaucoup de bénéfices pour le pays, pour les actionnaires individuels. Tout était très beau jusqu'à la faillite de la société. Alors, ces bases de données qui sont la propriété de sociétés privées sont assujetties à des forces marchandes et à la longue, on n'a aucun contrôle sur ce type d'informations personnelles. Et je pense que ce sont des informations très personnelles qu'on donne pour mieux se connaître. Alors, c'est un véritable dilemme, selon moi.